بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. Je continue ces vidéos au sujet de la mécanique analytique, mais cette fois-ci je vais exposer certains exercices type contrôle. Je commence donc par l'exercice 1 sur la toupie à point fixe en haut. C'est un exercice déjà exposé avant, mais il est exposé très résumé. Maintenant, je vais donner certaines explications complémentaires sur la manière dont on a calculé l'énergie cinétique. Donc, la toupie, c'est le système sigma. Elle est de masse m et de matrice d'inertie. En haut, c'est la diagonale AAB, comme dans l'exercice d'avant. On pose L égale au G, où G est le centre de masse de la toupie. Alors, on admet la présence des trois mouvements de la toupie, qui sont donc la rotation propre phi, la précession psi autour de z, autour de OZ0, la nutation d'angle θ autour de l'axe OU. La figure ici schématise la toupie avec les axes qu'on vient de citer. Le repère de définition c'est R0 d'axe OX0, Y0, Z0 et le repère principal d'inertie choisi serait donc OU, OW, OZ. On voit bien donc que la rotation, le vecteur rotation peut s'écrire directement comme étant psi.K0 parce que l'angle psi donc c'est la rotation autour de K0, θ.U c'est-à-dire l'angle d'inclinaison par rapport à l'axe OZ0 et phi.K c'est la rotation propre, c'est la rotation autour de OZ. Alors on doit écrire pour calculer l'énergie cinétique, on utilise la formule qui provient du deuxième théorème de Koenig, c'est-à-dire que T est égal à 1 demi de oméga, matrice d'inertie oméga, et donc oméga doit s'exprimer dans le repère principal d'inertie. Comme oméga est déjà exprimé en deux vecteurs U et K, il reste à remplacer K0 par son expression, et K0 c'est un vecteur qui fait θ avec Z, donc je dois écrire que K0 est égal à cosinus de θ K plus sinus de θ W. Et je remplace K0 ici et j'obtiens donc oméga égal à cette expression-là. Bien. Il est clair donc que la matrice principale d'inertie, vous avez selon l'axe OZ, c'est B, et selon l'axe OU et OW, c'est A pour chacun. Bien. La base principale d'inertie, c'est UWK. Alors, oméga donc a cette expression. L'énergie cinétique, lorsque j'effectue ce produit-là, je vais obtenir donc l'expression que nous avons ici. Très bien. Donc, j'espère que normalement, ceci ne doit pas poser de problème parce que le détail du détail qui a été fait en mécanique 2, si on y est habitué, alors normalement l'énergie cinétique va devenir une grandeur facilement calculable pour tout système mécanique. Bien.
Alors, la suite, c'est de calculer l'énergie potentielle. Je sais que l'énergie potentielle, c'est mgz, et z, c'est L cosinus de θ. Et j'obtiens donc l'énergie potentielle, et on écrit alors le Lagrangien est égal à l'énergie cinétique, l'expression que nous avons ici, moins l'énergie potentielle. Comme le Lagrangien est indépendant explicitement du temps, je sais que l'énergie totale E de la toupie est une intégrale première. Elle est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Et je vois tout de suite aussi que l'angle psi et l'angle phi sont des angles, sont des coordonnées cycliques. Donc leurs moments conjugués, p psi et p θ, sont des constantes. Donc le problème ici possède trois intégrales premières. Une intégrale première de l'énergie et deux intégrales premières angulaires, c'est-à-dire des moments cinétiques. Bien, donc la question suivante, c'est de trouver les moments cinétiques, c'est de trouver les moments conjugués à chacune des coordonnées, les expressions des moments conjugués, et d'obtenir par la suite l'hamiltonien. Je sais que le moment conjugué à une coordonnée est par exemple θ. Θ est une coordonnée généralisée. Son moment conjugué est noté P indice θ. Il est égal à la dérivée du Lagrangien par rapport à θ point. Ici, c'est facile. Donc, je ramène le 2 ici, il va se simplifier avec le 2 là, et j'obtiens donc à θ point. C'est ce qu'on a obtenu ici. Pour les autres, la même chose. Donc, la dérivée de L par rapport à psi point, donc c'est le 2 qui va se simplifier avec le 2, j'obtiendrai à psi point sinus carré de θ. Pour cette dérivation là, par rapport à phi point, on ramène le 2 qui se simplifie avec le 2, et on a alors B, je dérive phi point par rapport à phi, donc c'est 1, donc phi point plus psi point cosinus de θ. C'est ce qu'on a trouvé donc pour psi... Ah, oui. Oui, pour psi point normalement, je dois compléter par cette équation là et obtenir donc B cosinus de θ facteur de phi point plus psi point cosinus de θ. Donc pour psi point, il y a psi point ici, il y a psi point là, donc la dérivée va donner le résultat ici. Et l'autre, on obtiendrait cette expression. Bien, donc j'ai maintenant trois moments conjugués associés aux trois coordonnées généralisées de départ. Alors, l'hamiltonien, on peut obtenir, je l'ai expliqué avant, on peut obtenir l'expression suivante. Comment? Donc, je prends le Lagrangien, je mets un plus ici parce que H est égal à l'énergie mécanique du système, et je dois remplacer θ point et psi point et phi point par leur expression à partir des moments conjugués. Par exemple, θ point, il est égal à Pθ sur A. Je le remplace ici. Pour psi point et phi point, je dois résoudre ce système-là, qui est un système en psi point et phi point, un système de deux inconnus que l'on peut résoudre par la méthode de grammaire ou bien par substitution, et obtenir les expressions de psi point et de phi point en fonction de p psi et de phi pi, puis de remplacer donc dans l'expression déjà citée de l'énergie et obtenir l'hamiltonien. J'espère que le calcul ici est bon et que je ne me suis pas trompé. Alors,
H est égal à ceci. On voit bien donc ici que les coordonnées psi et phi sont des coordonnées cycliques parce qu'ils ne figurent pas dans l'hamiltonien. Leur moment conjugué se trouve dans l'hamiltonien, mais comme coordonnées ne figurent pas dans l'hamiltonien. Ce n'est pas la même chose que pour θ par exemple. J'ai θ et pθ. Alors que pour psi, je n'ai pas de psi dans l'hamiltonien H, donc psi est une coordonnée cyclique. Bon, j'insiste sur cette explication-là uniquement pour le mettre en clair. Bon, les équations canoniques, ce sont des équations très simples à obtenir. Elles sont au nombre de 6. On a vu ça, donc on peut les obtenir. Utiliser le crochet de Poisson. Le crochet de Poisson. Alors, utiliser le crochet de Poisson pour trouver une troisième intégrale première. Oui, c'est-à-dire moi ici, je considère que la coordonnée P psi et P phi, ce sont deux coordonnées que l'on peut utiliser. On peut utiliser le crochet de Poisson pour obtenir une troisième à l'aide de ces deux-là. Donc on doit faire le crochet de Poisson de P psi avec P phi. Le résultat serait l'intégrale, serait la réponse à la question posée. Bien. Alors, voilà pour l'exercice de la topie. Le deuxième exercice, c'est le pendule glissant. Donc ici, l'exercice, il dit, soit un pendule de longueur L, de masse M2, le point donc M2 de masse M2, soumis à l'action de la pesanteur uniquement. Son point de suspension, c'est le point M1 de masse M1. Il glisse sans frottement sur l'axe OX. Alors, on repère le point M1 par la coordonnée U et on repère la position de M2 par la coordonnée θ. Donc les coordonnées U et θ seraient les coordonnées généralisées que nous allons utiliser dans la suite. Le degré de liberté est égal à 2. Les coordonnées généralisées sont U et θ. Écrire le Lagrangien. Donc le système, c'est le système de deux points matériels, M1 et M2. Je sais que OM1 est égal à UI et OM2 est égal à UI plus L euro. J'admets ici que j'ai un vecteur unitaire euro. Bien. Alors, la vitesse V1 est égale à d de OM1 sur dt, est égale à U point I. Et la vitesse V2, c'est d de OM2 sur dt. Et elle est égale donc à U point I plus L θ point E θ. Donc, je dérive ce vecteur-là uniquement. Bien. Alors, j'ai donc V1 et V2. Donc, l'énergie cinétique du système des deux points M1 et M2 est égale à l'énergie cinétique T1 plus T2, c'est-à-dire des deux points. Alors, elle est égale à 1 demi de M1 V1 au carré plus 1 demi de M2 V au carré, qui donnerait bien sûr l'énergie cinétique totale qui s'écrit donc sous cette forme. Pour l'énergie potentielle, pour le point M1, il glisse sur l'horizontale, donc je n'ai pas de... Son énergie potentielle est une constante, donc je n'ai pas à prendre la constante dans l'expression de l'énergie potentielle. Il reste uniquement l'énergie potentielle du point M2, puisque l'axe est orienté vers le bas, l'axe OY est orienté vers le bas, alors j'ai moins M2GY qui est égal à moins M2GL cosinus de θ. Très bien. Alors, le Lagrangien donc s'écrit sous la forme suivante. Alors, l'expression du Lagrangien est indépendante explicitement du temps.
Donc l'énergie mécanique est une constante. Donc j'ai déjà une intégrale première de l'énergie. Et j'ai l'intégrale première axiale de la grandeur axiale U, parce que U est une coordonnée cyclique. Donc dans ce problème, j'ai deux intégrales premières. Établir les équations de l'aire Lagrange. Alors j'ai et déterminer les constantes du mouvement. Le moment conjugué Pθ est égal à cette expression. Le moment conjugué PU est égal à l'expression suivante. Les constantes du mouvement sont l'énergie mécanique qui est égale à une constante. Donc je dois changer le plus par le moins pour obtenir l'énergie mécanique ici. La quantité de mouvement PU s'écrit alors sous la forme par le résultat suivant. Et donc les équations de l'aire Lagrange, P.U les équations de l'aire Lagrange, donc je ne sais pas pourquoi j'ai mis ici P.U, mais peut-être oui, parce que j'ai dérivé par rapport à U, j'obtiens donc M1 U point plus M2 U point, qui est ce résultat-là, et plus ce terme, on obtient donc, c'est P.U. Donc P.U est égal, oui, maintenant je vois pourquoi j'ai mis P.U. J'ai mis P.U parce que normalement je dois dériver tout d'abord ce terme par rapport à P à U point. Le résultat serait dérivé par rapport au temps. Et comme U est une coordonnée cyclique, donc l'équation est LU, c'est P.U qui est égal à ceci, qui est égal à 0. Bien. Et la deuxième équation du mouvement, Lθ, alors je prends le Lagrangien et je le dérive. J'espère que le résultat ici est bon. Donc j'obtiens le résultat ici. Bon, je l'ai fait, je pense, je l'ai fait uniquement une fois. Je ne sais pas, donc à vérifier. J'espère que le résultat est bon. Bien. Alors, la troisième question. Utiliser les constantes du mouvement pour éliminer U de t. Alors, les constantes du mouvement pour éliminer U de t. On doit utiliser la deuxième constante du mouvement, c'est-à-dire celle du moment de la conservation de la quantité de mouvement. Il va nous donner, il s'écrit sous la forme ici, égale constante, qui donne, si je dérive la deuxième fois comme ce qu'on a fait ici, il va donner donc ce résultat, c'est-à-dire je reprends ce résultat là qui est égal à 0, et donc U seconde est égal à l'expression suivante. Donc U seconde ici s'écrit en fonction de θ seconde et de θ point. Quand je remplace U seconde ici par son expression, je vais obtenir uniquement une seule équation pour θ qui s'écrit donc sous la forme ici est égal à 0. Et si θ est faible, alors je remplace le cosinus de θ par 1 et le sinus de θ par θ, et les termes de deuxième et de troisième ordre doivent disparaître. Il reste alors l'expression suivante, en passant bien sûr par celle-ci. On obtient donc cette équation.
Et cette équation, donc, c'est une équation qui s'écrit sous la forme suivante avec oméga au carré est égal à G facteur de M1 plus M2 sur M1L. On obtient donc l'expression de oméga au carré. Ah oui, elle est déjà écrite ici. Dans la solution, θ de t est égal à alpha cosinus de oméga t. Parce que j'ai utilisé une condition initiale, je pense, pour laquelle j'ai éliminé la deuxième alpha 0 ici, ou bien θ0 ici. Bien. Alpha étant... oui. Bien. Donc, θ de t est égal à ceci. Alpha, c'est l'amplitude maximale de θ. Normalement, je dois ajouter, parce que on a admis normalement que lorsque t égale 0, lorsque t égale 0, θ est égal à θ0. Donc, cosinus à t égale 0, cosinus de 0 est égal à 1, donc est égal à alpha. θ0 est égal à alpha. C'est le maximum. Et la vitesse, je pense, elle est lancée sans vitesse initiale. Et c'est pour cela donc qu'on a donc on a utilisé les conditions initiales. Je ne sais pas s'ils sont dans l'exercice. Je reviens pour voir. Non. Mais normalement j'aurais dû les mettre dans l'énoncé. C'est-à-dire pour cette question-là, je dois dire chercher θ de t pour les conditions initiales suivantes. θ0 est égal à alpha et θ.0 est égal à 0. Bien. Alors, maintenant donc, une autre question, c'est trouver U de t. La constante donne, c'est-à-dire l'expression que nous avons déjà écrite ici. Voilà, elle est là. U seconde est égal à M de L sur M1 plus M2. θ seconde, je le remplace par son expression. Et θ point carré, je le remplace par son expression. Et puisque θ est faible, donc ce terme va disparaître. Et là, je vais avoir θ point au carré fois θ uniquement. Si je remplace, je sais que θ est égal à cette expression. Alors, j'obtiens U de t est égal à M de L alpha sur M1 plus cosinus de oméga t. θ0 de 0 est égal à alpha et U de 0 est égal à ceci et θ.0 est égal à 0 et le U point est égal à 0. Vérifier sous quelles conditions cette solution est valable. Bon, voilà. Troisième exercice. Alors le troisième exercice, c'est le pendule tournant. Le pendule, soit un pendule plan, donc le mouvement se fait dans le plan X, O, Y. Le pendule, c'est une masse M suspendue à un fil de longueur L. Le fil est accroché ou bien est fixé, ou bien le point de suspension se déplace uniformément sur le cercle vertical de rayon A avec une pulsation constante oméga égale constante. Figure ci-dessous, ou bien ci-contre. Alors, voilà le pendule. Voilà le pendule. Il est accroché en ce point et ce point-là glisse sur la circonférence. Et lorsqu'il glisse sur la circonférence, il glisse avec une vitesse angulaire oméga constante. Donc l'angle
que fait l'angle avec laquelle tourne l'extrémité fixe sur l'extrémité du pendule, c'est l'angle oméga t. Bien. Le rayon c'est A et la pesanteur G. Alors maintenant on va poser les questions. Définir les coordonnées généralisées et trouver la fonction de Lagrange du système placé dans le champ de pesanteur uniforme. Accélération de pesanteur G. En déduire les équations de Lagrange. Deuxième question, trouver l'hamiltonien du système et dites s'il est constant ou variable. Justifiez votre réponse. Trouvez les équations canoniques et montrez que l'on peut remonter aux équations de Lagrange. Voilà donc les questions, je les ai posées comme ça. On va voir comment on peut résoudre cet exercice. Bien, donc il faudrait trouver la vitesse. Pour trouver l'énergie potentielle, il faudrait trouver la vitesse. J'ai un point matériel. Et ce point matériel, normalement, il a trois composantes, dont l'une selon Z qui est égal à 0. Il reste 2 parce qu'il se déplace dans le plan. J'ai une liaison oméga t égale oméga t oméga qui est constante. Donc il ne reste qu'un seul degré de liberté. C'est θ. Bien. Puisque oméga t égale constante, alors le pendule et la position de la masse ici du pendule est connue uniquement à partir de l'angle θ qu'il va faire avec la verticale. Bien, donc le vecteur position OM est égal à O, un point ici que je vais noter ici A, plus AM. Et on écrit alors le vecteur position OM, puis on le dérive, on obtient la vitesse, puis 1 demi de mv carré égale l'énergie cinétique, et l'énergie potentielle elle est égale donc à mgy, à moins mgy, parce que l'axe y ici est orienté vers le bas, et puis on écrit le Lagrangien, ainsi de suite. Donc toutes les réponses aux questions, je les vois directement à partir de la figure. Bon, maintenant je passe au calcul. Alors les coordonnées généralisées, il n'y a qu'une seule coordonnée. Le système est à 1 degré de liberté. La coordonnée généralisée à prendre c'est θ. Le vecteur position OM s'écrit alors sous la forme suivante, sous l'équation suivante. Donc A sinus de oméga t plus L sinus de θ selon I, et l'autre composante selon J. Alors le vecteur vitesse V est égal à 2 de OM sur dt va donner ce résultat là. L'énergie cinétique c'est 1 demi de mv carré. Je fais 1 demi de mv carré, j'espère que le résultat est bon. L'énergie potentielle c'est moins mgy, il va donner ce résultat là. Donc l'énergie potentielle ici dépend du temps. Ce n'est pas normalement bon. J'ai écrit ici l'énergie potentielle, mais c'est la fonction potentielle. C'est la fonction potentielle. Parce que normalement la liaison ici dépend du temps, donc il n'y a pas d'énergie potentielle. Il y a une force qui travaille, qui ne dérive pas de l'énergie potentielle. Donc j'admets que c'est la fonction potentielle qui existe. Oui. Alors
Le Lagrangien L est égal à T-20. Donc, j'obtiens le résultat ici. Les équations de Lagrange Lθ va donner donc ce résultat-là. C'est-à-dire L, lorsqu'on simplifie par M et par L, on obtient Lθ de point plus G sinus de θ est égal à 0. Bien. Alors, l'expression de l'hamiltonien, Gpθ est égal à ce résultat. Et si je remplace dans l'énergie totale du système, parce que j'ai le droit de remplacer l'énergie, de mettre ici plus et d'obtenir donc H, sinon je peux obtenir le même résultat avec la définition de H, et j'obtiens donc l'expression suivante, qui donne finalement le résultat ici. On voit bien donc que H est une fonction de θ et de P de θ. Très bien. Il contient le temps explicitement. Bien. Alors H est égal à T plus V. Il donne ce résultat-là. Enfin, j'ai essayé ici de vous montrer que H est égal à T plus V. En remplaçant donc, en faisant les manipulations nécessaires, j'obtiendrai le résultat ici. C'est-à-dire le même que ce que nous avons, parce que ce résultat-là, je l'ai obtenu à partir, donc j'ai calculé H de deux manières. J'ai calculé H à partir de sa définition, qui est dans le cours, c'est-à-dire somme des PI fois Q.I moins L, et j'obtiens le résultat ici. Puis je l'ai calculé ici à partir de T plus V, donc V c'est la fonction potentielle et non pas l'énergie potentielle, comme le souhaitent certains auteurs. Alors j'obtiens donc, en justifiant bien sûr que ce n'est pas l'énergie potentielle, parce que le système ne possède pas une énergie potentielle à cause d'une force qui travaille et qui ne dérive pas d'une énergie potentielle. Cette force, c'est la force qui a rendu la rotation autour de la circonférence à vitesse constante. Bien. Donc, H est-elle une constante du mouvement? Non, parce que H dépend explicitement du temps. Le résultat, il est ici. d de H sur dt est égal à d de H sur dt. Pas la peine de faire la dérivée de H par rapport au temps. Je fais directement la dérivée partielle de H par rapport au temps et j'obtiens donc un résultat qui est différent de 0, ce qui montre alors que H n'est pas une constante du mouvement. Les équations canoniques, θ point est égal à Pθ sur ml carré, donc c'est la première relation. La deuxième relation, c'est P point θ est égal à ce résultat. Ici, je cherche à obtenir l'équation, et si je veux justifier que ces équations-là constituent bien l'équation du mouvement que nous avons obtenu à partir du Lagrangien, je prends cette équation, je la dérive par rapport au temps, je vais trouver θ seconde est égal à P point θ sur ml carré, et P point θ, je le remplace par l'expression ici. Si je le remplace, je vais réaliser le résultat ici, c'est-à-dire que θ seconde est égal à P point θ sur ml carré. Je me suis trompé, parce que je dois mettre ici G. J'ai oublié, bon, pas la peine, pas de problème. Non, ce n'est pas ça. Je suis un peu... la dérivée de ce terme, c'est celle-ci. Et en remplaçant P point θ par son expression ici, on va obtenir ce résultat qui donne ce résultat-là. Donc, c'est le même que
que celui que nous avons obtenu avec les équations de Lagrange. J'espère. Laissons ça comme ça. Bon. Bien. Le quatrième exercice, c'est un exercice dans lequel on va utiliser les multiplicateurs de Lagrange. Alors, il est très simple, mais il montre comment on utilise les multiplicateurs de Lagrange. Donc, soit un point M, matériel de masse petit m, qui est en mouvement dans le référentiel R0, sous l'action de son poids, est soumis aux équations de liaison parfaites suivantes. Donc x plus y est égal à sinus de θ, à sinus de t. Bien. Donc z plus y carré est égal à logarithme de t. Bien. Donc on prendra comme base dans R0, la base B est égale à I0, J0, K0. On considère que l'axe OZ0, je l'ai ici, c'est OZ0, comme axe vertical ascendant. Trouvez le degré de liberté du système. Bon, le degré de liberté est égal à 3 moins 2 liaisons est égal à 1, pas de problème. On admet que les liaisons sont complémentaires. Trouvez les expressions de la vitesse virtuelle du point M et de la puissance virtuelle du poids. Donc, la vitesse virtuelle s'écrit sous la forme suivante. Et la puissance virtuelle du poids est égale au produit scalaire de P avec la vitesse virtuelle qui va donner donc le résultat suivant. Donnez l'expression de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. T est égal à 1 demi de mv carré, donc on va obtenir le résultat ici. Et V égale mgz. Très bien. Alors, en utilisant le théorème de Lagrange et les multiplicateurs de Lagrange lambda I, trouvez les équations de Lagrange avec multiplicateurs. Alors, on a deux équations de liaison, équation 1 et équation 2. Pour la liaison 1, je prends lambda 1. Pour la liaison 2, je prends lambda 2. Donc, j'ai deux multiplicateurs dans cet exercice parce que j'ai deux liaisons qui sont complémentaires. Qu'ils soient holonome ou non holonome, c'est la même chose pour moi. Bien. Alors, les équations auront la forme d sur dt de d rond t sur d rond q point moins d rond t sur d rond q est égal à qi plus qil. Bien. Donc, pour la liaison 1, voilà sa dérivée, il s'écrit virtuellement sous cette forme. Pour la liaison 2, il s'écrit en virtuel sous la forme suivante, qui donne donc, alors j'ai donné directement, alors maintenant, je prends l'énergie cinétique, je le dérive, j'applique cette relation-là, je vais trouver mx secondes, moins 0, pas de problème, égal à quoi? Est égal à qi, ici il est égal à 0, mais qil, c'est la composante de x point étoile dans les équations de liaison. Alors je n'ai x étoile, je n'ai x point étoile que dans la première équation, donc c'est-à-dire lambda 1. Je mets lambda 1 ici. L2, c'est my seconde. Alors my seconde est égal à lambda 1, c'est-à-dire la première, bon, c'est vrai pour le poids, je n'ai pas de composante, mais pour les équations de liaison, j'ai une équation, gy point étoile ici, c'est-à-dire lambda 1, et gy point étoile ici, c'est-à-dire 2 lambda 2 y. C'est ce que j'ai mis là. Voilà donc pour la deuxième équation.
Lz, c'est mz seconde est égal. Pour QI, j'obtiens donc moins mg. La puissance du poids, elle est déjà calculée, donc c'est le coefficient de z point étoile. Plus, je n'ai z que pour le lambda 2. Je ne l'ai pas pour le lambda 1, donc plus lambda 2. Très bien. Donc voilà pour les équations du mouvement avec multiplicateur. Donc ici, on va comprendre tout de suite comment on fait intervenir les multiplicateurs. Je prends les équations de liaison. À chacune, j'associe un multiplicateur qui sont bien sûr complémentaires. À chacune, j'associe un multiplicateur et je calcule la puissance des forces données. Et quand j'écris cette relation-là et quand je l'applique, égale le QI, c'est-à-dire les coefficients de la variable choisie pour laquelle j'ai appliqué cette relation, dans la puissance des forces données. Et les QIL, c'est lambda I multiplié par le coefficient de x point étoile, par exemple, du QI étoile, du Q point I étoile, dans les expressions des liaisons. Dans les expressions virtuelles des liaisons. Bien. Alors, la dernière question dans cet exercice, en déduire l'expression de la résultante des forces de liaison. Alors, il est clair d'après les équations ici que m x seconde, cette équation-là, c'est selon I, celle-ci, c'est selon J, et celle-ci, c'est selon K. Donc, mx seconde avec y seconde avec z seconde, c'est la masse fois l'accélération. La masse fois l'accélération est égale à lambda 1 I, 0, plus lambda 1 plus 2 lambda 2 y selon J0, plus moins mg plus lambda 2 selon K0, que l'on peut écrire alors sous cette forme-là, qui donne finalement, parce que la force de liaison est égale à lambda 1 I plus lambda 2 J plus lambda, parce que la masse fois l'accélération, je sais qu'elle est égale au poids plus la force de liaison. Donc, ce qui s'ajoute ici pour le poids, ce qui reste ici, ce qu'on a ici, c'est pour le poids. Ce qui reste, c'est la représentation de la force de liaison. Donc, la force de liaison s'écrit sous cette forme-là. Très bien. Bon, voilà donc pour cet exercice. Un autre exercice, c'est l'utilisation des transformations canoniques. Alors, les transformations canoniques, ce sont, comme on avait dit, c'est des changements de variables qui ne modifient pas la forme des équations canoniques. L'exercice suivant, il dit, soit un système mécanique dont l'hamiltonien est connu, donc je dispose d'un hamiltonien qui dépend donc de la coordonnée Q et son moment P, suivant deux constantes que l'on considère comme positives, écrire les équations canoniques de Hamilton. Donc Q point et P point à écrire. On les a écrits ici, pas de problème. Alors, trouver les équations du mouvement de ce système. Alors, trouver l'équation du mouvement de ce système, parce que c'est un système à un seul degré de liberté, donc on a une seule équation. Alors, je prends, je sais que P point
est égal à ceci, que l'on peut écrire sous la forme suivante. Parce que le P, parce que 2AP sur Q au carré, c'est Q point. Donc j'ai remplacé Q point par sa valeur ici. Bien, donc voilà pour P point. Et pour Q point, je sais qu'elle est égale à cette expression. Donc je dérive Q point encore par rapport au temps, j'obtiens Q seconde est égal à l'expression suivante. J'espère que je ne me suis pas trompé, mais de toute façon, c'est tout ceci, c'est à vérifier. Alors, dans ces conditions-là, je peux écrire cette relation-là sous la forme ici. Qu'est-ce que j'ai modifié? AP carré moins 4. Bon, j'ai réécrit Q seconde sous la forme que nous avons trouvée ici. Et je mets égal à 2A sur Q au carré, facteur de P point. Et P point, je l'ai déjà calculé ici. C'est Q point P sur Q, c'est ce résultat-là, moins le dernier terme. Bien. Est égal à 4AB sur Q. Pourquoi 4AB sur Q? Donc j'ai remplacé Q point par cette expression-là. Parce que Q point est égal à cette expression. J'espère. Bon. J'espère que ce résultat-là est bon. Je vais attendre. Bon, je reviens pour dire que le résultat ici, est un résultat correct. J'espère. Parce que je viens de le refaire et j'obtiens donc ce résultat-là. Comment j'ai fait? Donc, j'ai fait rentrer 2A ici, ça va avec 2B, donc je vais obtenir 4AB fois Q sur Q au carré, donc je vais obtenir sur Q, moins ce terme-là va se compléter avec celui-ci pour donner 2A PQ point sur Q3. Très bien. Alors, étant ici, donc j'ai ici 2A sur Q au carré que je multiplie par Q point P sur Q, donc ça va obtenir 2A avec les 4A ici, donc il va me rester moins 2A. Très bien. Alors maintenant, j'ai ici Q point est égal à 2AP sur Q au carré. 2AP sur Q au carré, je l'ai ici, donc je le remplace par Q point. Donc je vais obtenir Q point au carré sur Q. Ce qui donnerait alors finalement 4AB moins Q au carré sur Q pour Q seconde. Équation dont la solution est très difficile, je pense. Donc l'équation du mouvement est une équation compliquée. Si on cherche sa solution, il sera compliqué. Bien. Donc la troisième question, on va utiliser les transformations canoniques. Alors dans cette question, on va choisir la coordonnée grand Q est égal à Q au carré sur 2 et P est égal à P sur Q. Montrer à l'aide du crochet de poisson que cette transformation-là est canonique. Donc je fais le crochet de poisson de Q avec P, j'obtiens 1. Donc ça y est, j'entérine qu'elle est canonique parce que ces crochets-là sont 0. Alors, puis la question suivante, c'est de trouver le nouvel Hamiltonien.
Alors, l'ancien hamiltonien est indépendant du temps, donc elle est constante et elle est égale donc à k. Et je fais le changement de variable des coordonnées de la transformation choisie. J'obtiens donc k est égal à ap au carré moins 2bq. Bien. Alors, les équations canoniques sont données par le résultat suivant. Je vois donc que P point est une constante. Elle est égale à 2b. Alors, dans la cinquième question, on va chercher Q de t en fonction des conditions initiales Q0 et P0. Alors, le P point donne le résultat suivant et le Q point elle est égale à 2 fois AP, donc je remplace P de t par son expression et j'obtiens donc Q point que j'intègre et j'obtiens donc Q de t sous l'expression suivante. Ce qui montre finalement, puisque Q de t est connu, alors d'après la transformation ici, j'ai Q au carré est égal à 2 fois grand Q. Donc Q de t est égal à racine de 2 grand Q de t. Et j'obtiens donc Q de t. Réponse à la question, c'est ce résultat-là. Bien. Alors, ce Q de t, on peut vérifier qu'il vérifie l'équation du... On peut vérifier qu'il vérifie cette équation-là, si on veut. Mais de toute manière, la transformation canonique a permis d'obtenir le résultat facilement. Alors, l'exercice maintenant 6, c'est un exercice qui porte sur les transformations canoniques et les fonctions génératrices aussi. Alors, soit la transformation canonique engendrée par la fonction génératrice suivante de type 1, elle est là. Nous savons que D de G1 s'écrit sous la forme ici, parce que G1 est indépendant du temps, donc il s'écrit uniquement par cette partie. Ce qui montre donc que les dérivées partielles de G1 sont données par le résultat suivant. On montre donc que la transformation générée est une inverseuse, parce que les anciens moments sont remplacés par les nouvelles coordonnées et les anciennes coordonnées sont remplacées par les nouveaux moments. Bien. Alors, trouvez la fonction génératrice G4 qui engendre la même transformation. Donc ici, on part d'une transformation G1 et on cherche la transformation. Et là, on cherche existe-t-il? Est-ce qu'il existe une fonction génératrice G4 qui pourrait jouer le même rôle que G1 ici? Alors, je sais que D de G4 s'écrit sous cette forme-là, qui donnerait bien sûr que les dérivées partielles suivantes sont égales, QI est égal à moins PI, ce qui donne si QI est égal à moins PI, alors G4 est égal à QI PI, parce que G4 est une fonction donc de PI, de PI et de grand PI. De PI et de grand PI. Donc, quand j'intègre cette relation-là, je vais obtenir ici... Ah, je me suis trompé ici. Ce n'est pas QI, c'est PI que je dois écrire. Oui, c'est PI, grand PI, plus une fonction de grand PI. Bien. Et QI est égal à D de G4 sur D de PI est égal, je sais que QI
est égal à PI parce que je l'ai déjà calculé d'après G1. Et donc j'intègre PI. G4 c'est l'intégrale de PI par rapport des deux PI. Et comme ces deux coordonnées sont indépendantes, donc G4 est égal à PI grand PI plus G de PI. Ce qui montre finalement que G4 c'est la somme des PI grand PI. Parce que dans cette expression-là doit être égale à celle-ci. Ce qui montre alors que f et g sont des fonctions nulles. Et on obtient donc la fonction génératrice inverseuse. Je vous remercie. Wassalamu alaikum.